Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Philippe David. La nouvelle est tombée cette semaine, annoncée par le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. C'est le 29 septembre que seront lancées les enchères pour l'attribution des fréquences en 5G. Nous sommes en compagnie de Marion Pariset, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris et secrétaire général du think tank Le Millénaire, et Émeric Guisset, élève ingénieur et expert pour le même think tank, qui ont fait un rapport sur la 5G. Alors, on va commencer avec vous, galanterie oblige, Marion Pariset. Je vais citer Éric Piolle, le maire d'Europe Écologie Les Verts de Grenoble. La 5G, c'est pour regarder du porno sur votre téléphone, même quand vous êtes dans l'ascenseur en haute définition. Rassurez-nous, la 5G, ça ne sert pas qu'à ça. Ah, bien sûr que non. Éric Piolle réduit de manière volontaire les avantages de la 5G. Il y a des avantages pour les usagers qui vont être forts, mais qui vont se développer également sur la télémédecine, l'optimisation des transports en commun. On est pour les entreprises également de pouvoir optimiser l'industrie. On est sur quelque chose de beaucoup plus structurel que simplement l'usage du porno. Heureusement d'ailleurs. Alors justement, en lisant votre rapport, on apprend, et ça m'a surpris, que la 5G est moins nocive en termes d'émissions d'ondes que la 4G. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Émeric Guisset? Parce qu'on se disait 5G c'est encore plus d'ondes que 4G, et ben non, c'est le contraire. Alors c'est à la fois plus d'ondes et moins d'ondes. C'est au niveau du fonctionnement et de la façon dont on va mettre en œuvre les antennes et le fonctionnement technique d'un point de vue vraiment matériel. Une antenne 4G, ça va irradier un territoire, une zone de manière totalement identique et homogène sur les facettes qui sont attribuées à chaque antenne. Une antenne 5G fonctionne normalement totalement différemment. Il va faire des faisceaux focalisés sur l'utilisateur. Donc si vous utilisez... C'est de l'intelligence artificielle en fait. Un petit peu, pas vraiment d'intelligence artificielle, mais on va avoir du logiciel au niveau de l'antenne pour justement pouvoir cibler l'utilisateur et pas irradier tout le monde. Quand vous n'utilisez pas votre téléphone ou que vous n'avez pas besoin de la 5G, vous ne recevez pas les ondes. D'accord. Quand vous utilisez, vous recevez des ondes en quantité plus importante parce qu'il y a plus de données qui vont transiter. Mais donc c'est beaucoup plus modulable et en fonction de votre usage. D'accord. Alors manifestement, quand je lis votre rapport, ceux qui n'auront pas la 5G seront largués par rapport aux autres. En termes de travail numérique, transfert de données, etc. Avec l'augmentation des usages, on va aller vers là, parce qu'on va augmenter le flux de télétravail, on va augmenter les entreprises, le nombre d'industries qui vont reposer sur finalement des structures beaucoup plus lourdes et qui demandent plus de données. Mais l'avantage que la 5G peut apporter aussi, c'est justement de casser la fracture territoriale en justement allant vers tous ces territoires qui sont laissés pour compte aujourd'hui. Mais qui sont parfois même en zone blanche. On parle même pas de 4G, on n'a même pas le téléphone portable chez eux. Mais ça, il faut que le gouvernement soit très attentif sur la façon justement dont les créneaux, les bandes seront attribuées, parce que c'est à ce moment-là que ça va se jouer. C'est dans les exigences qu'ils vont mettre vis-à-vis des industriels que ça va se jouer. J'ai pu tester les zones blanches la semaine dernière sur le Tour de France dans les Pyrénées. C'est pour ça que j'en parle assez avec facilité. Justement, est-ce qu'il y a manifestement, quand j'ai votre rapport, il y a un gros retard des Européens pour la 5G face aux Chinois et aux Américains? Il y a un double retard. Il y a un double retard d'un point de vue des équipementiers, c'est-à-dire des entreprises qui vont pouvoir fournir les équipements et installer sur le territoire la 5G. Et il y a aussi un retard dans le déploiement des politiques publiques. Par exemple, le mois dernier, la Nouvelle-Zélande est devenue le 22e pays à déployer la 5G sur son territoire. En France, on n'a toujours pas décidé quels opérateurs allaient pouvoir utiliser. On lance les enchères. Donc on sent qu'il y a quand même des pays qui sont avant-gardistes sur la question, d'autres beaucoup moins. C'est le problème de l'Europe de ne pas avoir pris la question suffisamment au sérieux et de ne pas avoir développé les industriels et les outils de recherche et développement d'innovation dans la 5G suffisamment tôt. Alors, les Américains font de grosses pressions pour que les Européens ne prennent pas Huawei, le fabricant chinois. Ils disent que si on choisit Huawei, les Chinois vont pouvoir nous espionner sans problème. D'ailleurs, les Britanniques n'ont pas pris Huawei pour l'installer la 5G chez eux. Est-ce que c'est vrai que l'équipementier peut espionner tout le monde grâce à la 5G? L'équipementier peut avoir des capacités parce que globalement, les données vont passer par des serveurs qui, eux, seront des serveurs fabriqués par Huawei, par exemple, et qui, du coup, auront potentiellement ce qu'on appelle des backdoors,
qui permettront d'accéder aux données, où les ondes pourront être pompées par Huawei. Mais là où c'est extrêmement... Mais excusez-moi, ça existe déjà, l'espionnage. Les Américains avec la NSA ont échelon, hein, qui est très performant dans ce domaine. Il y a un peu de mauvaise foi de la part des États-Unis. C'est là où je voulais en venir, c'est que derrière ça, c'est pas uniquement une question de qui va nous espionner, parce que les Américains ont pu le faire par le passé aussi. Oh, mais ils le font en présent aussi, vous inquiétez pas pour eux. Mais justement, c'est plutôt une opposition entre deux modèles, et dans lequel l'Europe est un peu le dernier pion à essayer de se positionner. L'Europe, c'est le principal marché étranger pour la Chine en termes d'équipement technologique. Donc derrière, on a une bataille entre la Chine et les États-Unis. L'Europe, c'est le bout de gras que chacun se défend. Le seul, quand je dis votre rapport, pratiquement qui pourrait avoir la technologie en Europe, c'est Nokia, c'est ça? Nokia, Ericsson, il y a deux équipementiers actuellement en Europe. Faut peut-être se poser la question de privilégier un unique équipementier qui balayerait des infrastructures jusqu'aux objets connectés, avoir un équipementier un peu global européen pour un peu libérer l'étau entre les Américains et les Chinois et pas devenir ce qu'on est actuellement, un champ de bataille technologique pour ces deux géants. Entre les USA et la Chine. Dernière question. Quand vous voyez toutes les rumeurs, il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, parlons vrai. Est-ce que c'est pas la grande peur, la 5G, qu'on va être irradié, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la grande peur de l'an 1000. Le seul problème, c'est qu'on est 1020 ans après l'an 1000. On a toujours ce type de réaction complotiste, finalement, quelles que soient les nouvelles technologies qui arrivent. Là, ce qui est quand même rassurant, normalement, c'est que les ondes qui vont être utilisées pour la première partie de la mise en place de la 5G, ce sont les mêmes qui sont utilisées pour la 4G actuellement. Donc, a priori, il n'y a pas de raison dans l'immédiat de s'inquiéter. Et les 5 années sur lesquelles ça va être mis en place nous permettent de faire les tests sur les ondes plus originales, les bandes millimétriques, sur lesquelles on ne connaît pas encore grand-chose. En un mot, il y a un vrai enjeu de vulgarisation et de présentation de cette technologie. Il faut pas que ce soit fait sur un coin de table par les opérateurs et le gouvernement et qu'on n'ait pas présenté la technologie. C'est un peu l'enjeu et l'idée de ce rapport, c'est de vulgariser. Le message est clair. Il rappelle celui de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Merci beaucoup Marion Pariset et Émeric Bisset. Et quand ce rapport va être édité, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Il est absolument passionnant. Merci beaucoup à vous. Maintenant, on va parler de zénitude. Sud Radio, la Minute Zen. Avec Petit Bambou, l'app mobile qui rend la méditation accessible à tous. Bonjour Carole Serra. Bonjour Philippe. Vous êtes sophrologue, hypnothérapeute à l'hôpital Bichat et vous consultez également en cabinet privé en téléconsultation pour tout problème lié au stress, au sommeil. Je rappelle votre site carolserra avec un t.com. C'est la rentrée, vous allez nous expliquer